Alors, je vous emmène aujourd'hui à la centrale Montemartini, c'est-à-dire que je vous emmène visiter une centrale électrique. La centrale Montemartini est une centrale qui produisait de l'électricité. Elle se situait dans le sud de l'agglomération de Rome, dans le quartier d'Ostiense, c'est-à-dire le long de la voie, le long de la route qui, depuis l'Antiquité, mène de Rome à Ostie. Et c'est donc un quartier qui a été complètement transformé à la fin du 19e siècle, comme je vais vous l'expliquer, et transformé une nouvelle fois à la fin du 20e siècle. Alors, la centrale Montemartini était une centrale électrique, c'est aujourd'hui un musée. Et le fait de convertir une centrale électrique en un musée, ce n'est pas quelque chose de vraiment rare, c'est même plutôt courant. Et il y a diverses formes de conversion. On peut, par exemple, ne convertir que l'espace et donc éliminer tout ce qui se trouvait sur l'espace en question, démolir complètement les bâtiments et faire autre chose. Par exemple, le carreau de la fosse neuve de Lens, qui est devenu le musée du Louvre-Lens. C'est le même endroit, mais ce n'est plus du tout pareil, si je puis dire. Ou alors on peut conserver les bâtiments, mais pas le lieu. Par exemple, les pavillons de Baltard, des Halles de Paris, qui ont été démolis, sauf deux d'entre eux, qui ont été démontés et remontés, pour l'un à Nogent-sur-Marne et pour l'autre à Yokohama, au Japon. Donc le lieu n'a pas été conservé, mais un petit peu les bâtiments. Ou bien on peut conserver le bâtiment et le lieu, mais oublier complètement la fonction, oublier complètement l'usage qu'on pouvait en avoir. Quand on visite le musée d'Orsay à Paris, par exemple, ce n'est pas absolument évident que l'on est en train de se promener dans une gare. Ou bien quand on visite le musée de la piscine à Roubaix, on sait bien qu'autrefois on se baignait dans le bassin, mais aujourd'hui, il n'est plus du tout possible de se baigner dans le bassin. Il n'y a plus d'eau, enfin une lame d'eau, mais il n'y a pas de profondeur. À la centrale Montemartini, on a tout conservé. On a conservé le lieu, on a conservé les bâtiments, on a conservé aussi les machines. Bien sûr, on ne produit plus l'électricité, mais on pourrait avoir l'impression, sans trop d'efforts, que, il faudrait peu de choses pour que ces machines se remettent en marche et pour que l'on puisse retrouver le mouvement, la chaleur, le bruit qui, régnait ici autrefois. Bref, visiter le musée de la centrale Montemartini, c'est sans doute visiter un musée, mais c'est aussi visiter une usine. Et donc nous allons commencer par l'usine, c'est-à-dire la centrale elle-même. Et donc, cette centrale existe essentiellement parce qu'à la fin du 19e siècle, les besoins en électricité sont apparus à Rome, comme ils sont apparus ailleurs, bien sûr, mais ils se sont manifestés dans la ville. Et cela, on pourrait dire, c'est un vrai problème. Au fond, la ville de Rome est une ville très ancienne, tout le monde sait ça. Le passé de Rome est particulièrement brillant, mais Rome n'a jamais été, je dirais, une ville industrielle. Elle n'a jamais eu de fonction industrielle importante, ni de l'Antiquité, mais l'Antiquité est trop loin pour que cela puisse nous concerner directement, ni dans une période plus récente. Autant on a pu dire qu'à Florence, par exemple, il y avait une industrie textile au XIVe siècle, autant on ne peut pas dire une chose pareille pour Rome. Rome est devenue, avec les papes, elle est devenue une ville, elle est devenue la capitale de la chrétienté catholique. Elle a développé des fonctions administratives, et ces fonctions administratives, eh bien, elle les continue lorsqu'elle devient la capitale de l'État italien unifié. Donc la question se pose à la fin du 19e siècle, après l'unification, alors que Rome n'est plus la capitale de la chrétienté catholique, c'est le Vatican qui les remet une banlieue de la capitale de la chrétienté catholique. La question se pose de savoir s'il faut ou pas développer à Rome des activités industrielles. C'est une question qui se pose au gouvernement. Le gouvernement de Francesco Crispi, par exemple, vers 1890, aborde ces questions-là. Et la réponse qui est donnée, c'est non, il ne faut pas développer à Rome des activités industrielles parce que cela risquerait de développer, de se traduire par l'apparition d'une catégorie nouvelle de la population, une catégorie ouvrière. Et à la fin du 19e siècle, eh bien, le développement du monde ouvrier, cela peut, aux yeux de certains, poser problème. Classe laborieuse, classe dangereuse, a-t-on dit à l'époque. Et c'est ainsi que le gouvernement italien voit la ville de Rome à la fin du 19e siècle. Et donc, on ne va pas développer la fonction industrielle, on va s'efforcer même de la contrecarrer, de l'empêcher.
Pour autant, heu, on a besoin, on a besoin d'activités, économiques, productives. On a besoin, par exemple, de se nourrir. Il y aura donc des abattoirs, il faut bien loger les abattoirs quelque part. On a besoin de stocker, de l'alimentation. Il faudra bien, là aussi trouver de l'espace pour, stocker cette alimentation. Il faut savoir qu'à la fin du 19e siècle, entre 1871 et 1914, la population de la ville de Rome est multipliée par 2. Et donc, voilà, il y a des besoins qui apparaissent, qui justifient la création, le long de la voie Ostiense, donc au sud de Rome, vers Ostie. Cela justifie la création, l'apparition d'activités productives, l'apparition d'activités industrielles. Alors, pas une grande industrie, mais quand même une activité industrielle. Et donc, on a besoin d'électricité. On a besoin d'électricité pour les moteurs, on a besoin d'électricité de plus en plus pour l'éclairage. Et il y a donc une usine qui apparaît, qui va produire de l'électricité aussi. C'est une usine à gaz qui est construite, qui est développée par une société privée, la société anglo-romaine, qui a continué à travailler au XXe siècle et dont il reste, comme vous voyez, quelques éléments, notamment le gazomètre, qui mesure 80 mètres de haut et qu'on voit de loin, en fait, à Rome. Donc, ce n'est pas de cette usine-là que nous allons parler. Nous allons parler de l'usine qui se trouve, en fait, à côté, qui est une usine qui est installée en enfin, les travaux commencent en 1908, et ils sont achevés en 1912. On peut dire que cette usine est le résultat direct des élections municipales de 1907. La question industrielle à Rome, la question de la vocation industrielle de Rome, la question des activités industrielles à Rome, c'est une question qui est au cœur de la campagne électorale municipale de 1907. Les uns et les autres divergent sur ces questions-là. On peut faire une lecture politique, si vous voulez, de la chose, droite-gauche, mettons. Et donc, une majorité municipale de blocs populaires gagne les élections de 1907, disons au centre-gauche, et cette majorité municipale a dans son programme l'installation non seulement d'une usine qui va produire l'électricité, mais d'une usine municipale, une régie municipale de la production d'électricité. Donc ça, c'est un premier point qu'il faut absolument retenir. La centrale Montemartini, dès le début et jusqu'à maintenant, c'est une propriété municipale, propriété de la ville de Rome. Et on lui donne le nom à cette centrale de Giovanni Montemartini, qui est un membre du conseil municipal élu en 1907, qui est le conseiller municipal qui développe le dossier de la centrale, qui donc réunit les projets, qui fait avancer les projets, qui trouve les financements, qui est la cheville ouvrière, si l'on peut dire, de cette centrale. C'est lui qui l'inaugure en 1912 avec le roi d'Italie et il meurt en 1913. Donc évidemment, on donne son nom à la centrale nouvellement créée. C'est d'ailleurs ce qui explique qu'à l'époque de Mussolini, la centrale sera débaptisée, justement pour oublier ce souvenir de la majorité municipale de 1907 qui a gouverné la ville jusqu'à la guerre de 1914, en fait. Euh, donc, une centrale qui a une signification particulière, qui est donc SPQR, hein, qui est municipale de la ville de Rome, et qui est installée, qui commence à travailler, qui commence à produire en 1912. Et pour cela, il a fallu trouver des machines, des moteurs. Ces moteurs ont été achetés à la firme Franco Tosi. Franco Tosi est, depuis la fin du 19e siècle, une entreprise qui produit des machines à vapeur, des turbines, des moteurs de toute nature. C'est une firme importante au début du XXe siècle. C'est une firme qui a été importante au XXe siècle et qui existe encore. Enfin, sa structure capitalistique a évolué forcément au fil du temps, mais la firme existe encore et c'est un des leaders mondiaux dans le secteur. Alors, dans cette usine électrique, dans cette centrale électrique, il y a dès le début pour des raisons pratiques dans un premier temps, il y a dès le début donc deux types de moteurs, deux types de fabrication, si l'on peut dire. Il y a des chaudières et des turbines à vapeur, et il y a d'autre part des moteurs, disons des moteurs diesel, des moteurs à fioul lourd. Cela s'explique de diverses façons. Franco Tosi a mis du temps à livrer les machines qu'on lui avait demandées, et donc il a fallu s'adapter. Mais ensuite, on a, je dirais, rationalisé cette situation. On a compris que les machines à vapeur pouvaient produire le gros de la production électrique et que les moteurs diesel étaient plus à même
d'intervenir rapidement pour couvrir les pointes de consommation. Donc jusqu'à la fin, il y a eu cette double alimentation, on pourrait dire, cette double technique en usage dans la centrale Montemartini. Et cette centrale a donc travaillé, produit de l'électricité, produit de plus en plus d'électricité parce que les besoins ont augmenté. On a modernisé les techniques, on a agrandi la centrale, on a augmenté le nombre des machines et donc cette centrale électrique est devenue l'un des points forts de l'activité industrielle à Rome dans le courant du XXe siècle. Alors quand on se remet dans la centrale Montemartini, on trouve par hasard le train du pape Pie IX. Donc, dans mon exposé, je me suis demandé où j'allais parler du train du pape Pie IX. Je crois que c'est à cet emplacement, par hasard. Donc, on entre dans une salle et on trouve le train du pape Pie IX. Le pape Pie IX est élu en 1846. C'est le recordman de la longévité pontificale. Et c'est un personnage tout à fait important, je veux dire, bien sûr en tant que pape, mais parmi les papes, c'est un personnage important au XIXe siècle. Il est élu dans une époque, en 1846, où la question des chemins de fer est sur le devant de la scène, si je puis dire. Partout, on s'intéresse au développement des chemins de fer, en Angleterre, en France, bien sûr. Cavour, donc l'un des piliers de l'unité italienne, publie en 1846 un article célèbre sur les chemins de fer en Italie, c'est-à-dire le rôle des chemins de fer en Italie, le rôle des chemins de fer dans le développement économique futur de l'Italie. Voilà le thème que Cavour traite, et est tout à fait frappant de constater, on est en 1846, bien avant l'unité, hein, et il est tout à fait frappant de constater que Cavour raisonne à l'échelle de l'Italie et pas à l'échelle du royaume de Sardaigne. Euh, mais le pape Pie IX, lui, ne va pas raisonner à l'échelle du royaume d'Italie, qui n'est pas encore unifié, bien sûr. Il va raisonner à l'échelle des États pontificaux. Et donc, il attribue des concessions à des entreprises qui vont construire des lignes de chemin de fer pour relier à Rome les différentes villes des États pontificaux, donc vers le sud et vers le nord essentiellement. Il y a donc deux grandes compagnies ferroviaires qui sont constituées, qui construisent l'infrastructure et sur cette infrastructure, sur les rails, donc on va faire circuler les voitures. Ce que l'on voit là, ce sont les voitures qui ont été utilisées par le pape Pie IX à partir de 1859. Et Pie IX a sillonné donc les États pontificaux avec ce train, avec ces voitures. Et on le voit là arrivant à la gare de Velletri, donc au sud de Rome, en 1863. Cette installation, ce train spécial du pape est très bien conçu. Il y a essentiellement trois voitures principales qui répondent aux besoins que peut avoir le pape en déplacement dans les États pontificaux. On a par exemple une première voiture qui est la Loggia des bénédictions, qui est équipée pour permettre au pape d'apparaître donc en public et de haranguer les foules et de donner sa bénédiction. Cette voiture est parfaitement organisée, elle est décorée, vous voyez, d'une balustrade, il y a les armes du pape qui sont installées au-dessus donc, de cette loggia, le tout étant en cuivre doré. Il y a d'autre part, ici c'est la deuxième voiture, on dit salle du trône, disons c'est la voiture où il y a effectivement le trône pontifical, mais c'est la voiture où il y a aussi une zone où le pape peut se tenir quand il n'a pas d'activité particulière, donc un petit peu à l'abri des regards, une zone un peu privée. Et puis, il y a d'autre part une voiture chapelle qui est entièrement recouverte d'un matériau qui est en fait du cuivre argenté, qui a été réalisé par Christophe à Paris. Et vous voyez, cette voiture est soigneusement ornée de statues qui évoquent les vertus théologales. On trouve le monogramme du pape, Pius Pontifex, numéro 9, donc le pape Pie IX. Et puis, on trouve toute une série de décorations à l'extérieur et à l'intérieur. Il y a des peintures qui ont été installées, donc des toiles peintes qui ont été collées sur le plafond, on appelle ça des toiles marouflées, qui ont donc été installées et qui évoquent à la fois le message de l'Église et qui évoquent aussi la dignité pontificale. Alors ce train donc a été utilisé par le pape Pie IX dans les années 1860, à partir de 1859 jusqu'en 1870.
Parce qu'en 1870, évidemment, c'est l'aboutissement de l'unité italienne, c'est le 20 septembre, c'est l'entrée des Piémontais à Rome par la Porta Pia, et donc le pape choisit de se replier au Vatican, dont il ne sortira plus. Et le train, par conséquent, cesse d'avoir une quelconque utilité. Le pape Pie IX ne sort plus du Vatican jusqu'à la fin de son règne en 1878, et ses successeurs n'en sortiront pas non plus, après avoir été élus. Le pape n'utilise plus le train dont il s'agit. Alors le train est d'abord euh, mis à Civitavecchia, il est ensuite mis à la gare Termini. C'est l'État italien qui l'a utilisé, qui l'a capté, qui l'a conservé. Je dis utiliser, c'est une erreur. Le train n'est pas utilisé, mais le train est conservé, stocké dans la gare Termini. Donc. Et puis, dans les années 30, l'État italien décide de donner la propriété du train, du train de Pineuve, donc, à la ville de Rome. Le train devient un train municipal, si l'on peut dire. Et par conséquent, on va l'exposer au musée de la ville de Rome, le musée historique de la ville de Rome, au Palazzo Braschi. Et puis, lorsque la centrale Montemartini a été établie, eh bien, c'est là que l'on dépose le train du pape Pie IX. La centrale est une propriété municipale et le train est une propriété municipale aussi. Et le train trouve donc tout naturellement abri dans la centrale Montemartini, alors qu'il n'y a aucun rapport entre le train et la production d'électricité et aucun rapport entre le train et les œuvres antiques qui sont exposées dans la centrale Montemartini. C'est vraiment un cas à part. Alors, il y a donc non seulement des machines et même des trains dans la centrale Montemartini, mais il y a quand même une collection d'œuvres d'art qui sont présentées donc, dans la centrale Montemartini. Alors, il faut comprendre que la centrale Montemartini est donc une section des musées capitolins. Les musées capitolins sont les musées de la ville de Rome. Ils sont très anciens. On peut faire remonter leur origine au XVe siècle. Ils sont organisés en tant que musées à partir du XVIIIe siècle sur la colline du Capitole. Et donc, depuis des siècles, on présente dans les musées capitolins des œuvres antiques, des chefs-d'œuvre antiques, et par conséquent, toutes ces œuvres célèbres qui, depuis des siècles, sont présentées sur le Capitole, eh bien, ce sera des œuvres qu'on ne présentera pas dans la centrale Montemartini, puisqu'elles sont déjà présentées au Capitole. Mais d'un autre côté, à Rome, on découvre régulièrement des objets antiques, par hasard, ou bien par les fouilles. Il y a donc, si je puis dire, un approvisionnement continu des musées municipaux en objets antiques, parfois en objets importants, en œuvres importantes. Et au fil du temps, évidemment, tout cela représente une masse considérable. Et donc, on a besoin de place pour présenter ces trouvailles, et sur le Capitole, à force, il n'y a plus guère de place disponible. Et on va donc présenter à la centrale Montemartini eh bien, des objets antiques, donc très anciens, mais qui ne sont pas forcément connus depuis des siècles. Les objets connus depuis longtemps sont sur le Capitole. Et j'ai donc choisi trois exemples, en fait, pour expliquer ce que c'est que la centrale Montemartini. Trois exemples qui, au fond, surtout les deux premiers, ont la même signification. On va voir des vestiges antiques de bâtiments, de lieux qui n'existent plus maintenant, des vestiges qui sont suffisamment consistants pour être intéressants, pour être montrés, pour être vus, mais pas suffisamment important pour être réinstallé sur place. Lorsque l'on reconstruit un bâtiment en tout ou en partie, eh bien, ce que l'on va voir n'est pas suffisamment, est trop fragmentaire, disons, pour être présenté in situ. Et donc, j'ai choisi comme premier exemple le temple d'Apollon Socianus. Alors, le temple d'Apollon Socianus, c'est un temple qui se situait sur le champ de Mars, dans la partie méridionale du champ de Mars, près du théâtre de Marcellus. Donc, on est, disons, au pied de la colline du Capitole. Et donc, ce temple d'Apollon Socianus est bâti à un endroit dont la tradition littéraire nous dit qu'il y a depuis longtemps un temple dédié à une divinité euh, assurant le bien-être, la santé, pouvant promettre voilà, la victoire, pouvant être favorable de diverses façons. Donc, divinité très ancienne.
Et lorsque Rome est sortie du Latium, lorsqu'elle est sortie d'Italie, les Romains ont établi un rapprochement entre cette divinité-là et le dieu Apollon, le dieu grec Apollon. Apollon qui est à la fois le dieu oraculaire, Apollon Loxias, mais aussi le dieu secourable, Apollon Epikourios. Donc on a mis un lien, le terme technique c'est interprétation, on a interprété le dieu grec Apollon comme étant cette divinité traditionnelle romaine, au pied du Capitole. Et donc il y a eu un culte rendu à Apollon, il y a eu un temple consacré à Apollon, Apollon secourable, Apollon Medicus, qui s'est euh, qui a été bâti, qui a été transformé à plusieurs reprises au fil du temps, dans cette partie du Champ de Mars. Et n'est pas étonnant dans ces conditions que les défilés des généraux triomphateurs qui faisaient le tour de la ville avant de monter jusqu'au Capitole, eh bien, soient passés devant le temple d'Apollon Medicus, Apollon Socianus, comme on dira après, puisque ces processions triomphales traversaient le cirque Flaminius, passaient devant le temple de Bellone, Bellone c'est la déesse de la guerre, passer devant la colonne bellique qui était là avant de remonter vers le forum. Donc, le temple d'Apollon Socianus est placé à un endroit tout à fait précis, tout à fait historiquement attesté, et on a même pu relever des colonnes, hein, c'est le processus d'anastylose, relever des colonnes, récemment, sur le site du temple. Vous avez donc trois colonnes qui ont été relevées à côté de ce bâtiment qui est le théâtre de Marcellus. C'est un théâtre qui, comme beaucoup de théâtres ou amphithéâtres, s'était transformé en zone résidentielle au Moyen Âge. Et dans le cas précis du théâtre de Marcellus, eh bien, la zone résidentielle continue à exister. Tout au moins, il y a des bâtiments qui n'ont pas été éliminés pour le moment. Donc, le temple d'Apollon Socianus, ça peut être voilà, ces trois colonnes qui ont été rétablies. Alors, il reste à expliquer évidemment ce que c'est que ce nom de Socianus qui lui est donné. La divinité, c'est Apollon secourable, Apollon medicus. Socianus, cela évoque un personnage qui s'appelait Caius Socius, qui a participé aux guerres civiles après la mort de César du côté de Marc-Antoine. Euh, Socius est l'un des dirigeants de la flotte de Marc-Antoine lors de la bataille d'Actium. Donc, il a pris parti dans ces guerres civiles pour Antoine, donc contre Auguste. Et de ce fait, en 31, après la bataille d'Actium, sa situation est extrêmement fragile, extrêmement dangereuse. Il risque fort d'être éliminé, après tout, ce sont les guerres civiles, hein. Il risque fort d'être éliminé. Et l'idée lui vient de prendre à sa charge la reconstruction d'un temple pour faire l'éloge d'Auguste, pour faire l'éloge d'Octavien qui devient Auguste en 27 avant Jésus-Christ. Et donc le temple d'Apollon Socianus, Apollon, temple donc reconstruit par Socius, ce temple d'Apollon Socianus va de ce fait euh, montrer toute une série d'éléments qui sont autant de symboles de la gloire et de l'influence d'Auguste. Cela se voit très bien à travers les quelques éléments qui sont présentés à la centrale Monte Martini. Alors évidemment, pas les trois colonnes qui sont sur le site, mais le reste. Le reste, c'est-à-dire, voilà par exemple la salle où est présenté le fronton du temple d'Apollon Socianus. Les machines ont été conservées. Alors ce fronton du temple d'Apollon Socianus, eh bien, le voilà, voilà ce qu'il en reste, le voilà présenté à la centrale Montemartini. Bien sûr, ce sont des vestiges, hein, ce sont des vestiges pas informes, mais enfin quand même très dégradés, qu'on ne montrerait pas dans les belles galeries des musées capitolins sur la colline du Capitole, mais qui présentent quand même un intérêt quand on les regarde, quand on les met en contexte. C'est la vocation de la centrale Montemartini. Alors voilà par exemple un dessin d'interprétation qui nous permet de comprendre ce que c'est que ce fronton. C'est un fronton qui met en scène des épisodes de la lutte entre les Grecs et les Amazones. Les Grecs et les Amazones qui combattent pour l'obtention du trophée qu'il s'agit de, de récupérer en quelque sorte. C'est un des travaux d'Héraclès euh, qui est ici évoqué, c'est le neuvième des travaux d'Héraclès. Donc, euh, euh, Neuvième de ces travaux qui ont été imposés par le roi de Mycène Eurysthée. Et donc l'idée est
de récupérer la ceinture portée par la reine des Amazones afin de la donner à la fille d'Eurysthée. Donc l'expédition menée par Héraclès part à destination du pays des Amazones et on combat. Alors qui combat? Eh bien, on voit sous la présidence d'Athéna qui protège les Grecs, on voit ici Thésée combattant une Amazone et l'on voit là Héraclès combattant une autre Amazone. Ça, c'est ce qu'on voit sur le dessin d'interprétation. Maintenant, sur euh, le fronton lui-même, que voit-on? Eh bien, on voit ici Athéna présidant et protégeant les Grecs. On voit ici Thésée combattant une Amazone. Et on voit là une victoire, une Nike qui s'apprête à poser sur la tête de Thésée la couronne de la victoire, justement. Un autre côté du fronton nous montre la présidence d'Athéna, nous montre Héraclès, nous montre une Amazone. Et voilà, donc ici, vous avez Athéna, ce qui reste de l'Amazone et ce qui reste d'Héraclès. Donc, un fronton quand même tout à fait explicite qui nous montre bien ce que l'on appelle en termes techniques une amazonomachie, donc un combat contre les Amazones. Et c'est donc l'un des travaux d'Héraclès. Je dis Héraclès parce que l'on a compris maintenant que ces sculptures, en fait, sont des originaux grecs qui datent du milieu du 5e siècle avant Jésus-Christ, qui ont été réalisés, puisque Athéna est au centre de la composition, qui ont été réalisés par des artistes athéniens, ou en tout cas évoluant dans un univers athénien. Il y a Athéna et il y a Thésée, le héros fondateur, l'un des héros fondateurs d'Athènes. Donc un univers athénien, et les spécialistes estiment aujourd'hui que ce fronton, probablement, devait décorer le temple d'Apollon d'Aphnéphore à Érétrie, en Eubée, et qu'il a été démonté et remonté à Rome pour orner le temple d'Apollon Socianus, en conséquent. Donc un temple à la gloire d'Auguste et un temple affichant sur son fronton des originaux grecs du 5e siècle avant Jésus-Christ. Alors, à l'intérieur de ce temple, évidemment, le temple est très en ruine, hein, vous l'avez vu, mais enfin, on a suffisamment d'éléments pour pouvoir reconstituer l'intérieur du temple, montrer qu'il y avait une double colonnade hein, superposée, et montrer qu'il y a ici une frise sculptée dont on a conservé une partie importante. Voilà la frise sculptée, la frise architrave du temple d'Apollon Socianus, qui nous montre des scènes de sacrifice. Scènes de sacrifice très bien compréhensible, très bien visible. On voit des taureaux qui sont menés au sacrifice. Il y a 3 taureaux qui sont menés au sacrifice. On voit le sacrifice en train de se préparer. On joue de la musique hein, pour éviter les bruits parasites. Et puis on voit ici sur euh, un présentoir, on appelle ça en termes techniques un ferculum, on voit un ensemble d'éléments, hein, des trophées, des boucliers, un ensemble d'éléments évoquant les captifs. Donc, le triomphe qui va être réalisé, ce n'est pas un triomphe, parce qu'il y a 3 taureaux, c'est 3 triomphes, 3 sacrifices qui sont célébrés en l'honneur de Mars pour à l'issue de la victoire donc d'Auguste. Cela évoque très probablement les 3 triomphes que Auguste a célébrés en 29 avant Jésus-Christ, après la bataille d'Actium, triomphe sur les barbares le premier jour, triomphe donc sur Marc-Antoine et Cléopâtre le deuxième jour, et triomphe sur l'Égypte le troisième jour. Cela inaugure, si l'on peut dire, le règne d'Auguste, et le temple d'Apollon Socianus évoque très bien cet événement-là, cet aspect-là. Donc, le temple est en ruine, très en ruine. Il est beaucoup trop en ruine pour qu'on puisse imaginer de le reconstruire d'une façon ou d'une autre, mais enfin, il en reste des éléments suffisamment importants pour que l'on ait pu relever 3 colonnes sur le site même du temple, et pour que, à la centrale Montemartini, on montre suffisamment d'éléments qui permettent d'avoir une idée de ce à quoi ressemblait le temple, même à l'intérieur de la cella, comme on dit, à l'intérieur du temple. Il y a des éléments de la frise, il y a des éléments aussi de ces petits édicules qui étaient construits à l'intérieur, ces petites niches qui avaient été ménagées à l'intérieur, et sous ces niches, il devait y avoir probablement des œuvres d'art, des statues qui y étaient déposées, tout a complètement disparu. Mais enfin, euh, on peut considérer que le temple d'Apollon Socianus, bien que très mutilé, est encore tout à fait compréhensible aujourd'hui.
grâce à la mise en scène qu'on a pu en faire à la centrale Montemartini. Alors, deuxième exemple de ce qui est présenté à la centrale Montemartini, les orti. Horti, c'est un mot latin au pluriel, c'est le pluriel du mot hortus, et le mot hortus signifie jardin. Donc, c'est le mot que vous avez dans horticulture, par exemple. Donc, les ortis sont des jardins. Bien. Ceci dit, on présente à la centrale Montemartini les jardins, les ortis, oui, mais le mot hortus, orti au pluriel, est réservé en fait pour désigner euh, un moment particulier, un stade particulier de l'évolution de la résidence à Rome des grandes familles patriciennes romaines. Jusqu'au 1er siècle avant Jésus-Christ, la famille établie, la famille patricienne, montre sa puissance dans sa maison, dans sa domus patriarcale, sa domus traditionnelle. Mais à partir du 1er siècle avant Jésus-Christ, on va ajouter à la domus en ville, on va ajouter à l'extérieur de la ville, en périphérie de la ville, on va ajouter donc un hortus, c'est-à-dire une grande propriété dans laquelle il y aura une résidence fastueuse, une villa, et dans laquelle il y aura aussi un parc, un jardin arboré, un jardin décoré. Et donc, on va, dans ces jardins, dans ces orties, on va reconstituer l'univers qui pouvait régner à la campagne, dans les villas à la campagne, simplement en ville, autour de la ville. Et au fil du temps, comme on le voit sur cette carte, au fil du temps, Rome se trouve entourée par une sorte de ceinture verte composée de jardins, composée de orties, qui se sont en partie conservés jusqu'à nos jours. Alors, les bâtiments eux-mêmes, non, mais la zone arborée, oui, en partie. Il y a, vous savez bien, à Rome, hein, un certain nombre de parcs, on appelle ça villa, la Villa Borghese, par exemple. Et cela est issu en large partie des jardins de l'Antiquité qui ont été préservés au fil du temps par des propriétés ecclésiastiques, évidemment, et qui sont devenus ensuite ces grandes zones vertes qui contribuent beaucoup au charme de la ville de Rome. Alors, j'ai pris trois exemples donc, de orties tels qu'on peut les voir à la centrale Montemartini. Évidemment, on verra aussi les orties euh, évoquées dans les autres musées romains, et notamment sur la colline du Capitole, pour tout ce qui est œuvre, chef-d'œuvre, belles statues. C'est plutôt sur le Capitole que depuis des siècles on les a présentées. À la centrale Montemartini, on s'efforce d'évoquer l'ensemble. Alors, ces orties dont nous allons parler, eh bien, euh, j'ai donc choisi d'en montrer trois. Ces orties sont présentées, ces vestiges des jardins sont présentés dans la salle des chaudières de la centrale Montemartini. Donc j'ai choisi d'en présenter trois. Et le premier, donc, ce sont les jardins de Salluste, Ortis Sallustiani, pardon, les jardins de Licinus, Orti Liciniani, qui vont nous occuper tout d'abord. Ces Orti Liciniani se situent donc dans la partie sud-est de la ville de Rome. Euh, on peut pointer la zone sur un plan simplifié. On se situe entre la porte majeure ici et la gare Termini. C'est là c'est là que s'étendaient autrefois les Orti Liciniani, les jardins Liciniani. Il en reste quelques vestiges archéologiques qu'on peut voir, notamment cette zone-là, que l'on appelle à Rome temple de Minerve Medica, mais qui en fait n'est pas un temple de Minerve, c'est un nymphée qui s'est trouvé conservé et qui figurait dans les Orti Liciniani. Alors, qu'est-ce que l'on a conservé précisément? Il n'y a donc pas vraiment de bâtiment conservé. Qu'est-ce que l'on a conservé précisément? Quelques statues qui sont montrées sur le Capitole et précisément à la centrale Montemartini, des mosaïques. Une surface de mosaïque tout à fait remarquable, plus de 90 mètres carrés de mosaïque montrant des scènes de chasse. Des scènes de chasse très vivantes, très animées, très colorées aussi. Des scènes de chasse mettant en scène des animaux que l'on poursuit, des animaux qui poursuivent des chasseurs qui s'efforcent d'attraper les animaux, et évidemment, avec un succès relatif. Là, on cherche à montrer quand même le succès, c'est-à-dire les animaux capturés, éventuellement mis en cage,
On cherche aussi à montrer la vaillance des chasseurs, en particulier celui qui est sur un cheval et qui est apparemment le maître des lieux, enfin un personnage très important, qui est représenté en gloire, en quelque sorte, sur cette scène de chasse. Alors évidemment, cette scène de chasse évoque beaucoup, à nos yeux, les mosaïques de Piazza Armerina, avec deux différences. À Piazza Armerina, la surface couverte est beaucoup plus grande, mais ici, quand même, 90 mètres carrés. Et puis, d'autre part, à Piazza Armerina, les mosaïques datent du début du IVe siècle, c'est-à-dire en gros 300 après Jésus-Christ. Ici, les mosaïques datent du début du Ve siècle, en gros 400 après Jésus-Christ. Donc, elles sont moins anciennes, mais elles évoquent assez bien la splendeur de ces résidences patriciennes à l'extérieur, ou à l'extérieur proche de la ville, en périphérie de la ville, qui se sont développées depuis le 1er siècle avant Jésus-Christ. Avec une précision, c'est que au départ, donc, il s'agit de propriétés privées. Mais au fil du temps, ces propriétés privées sont devenues des propriétés d'État, c'est-à-dire des propriétés impériales, les propriétaires privés ayant été amenés à léguer, à donner leurs propriétés à l'empereur, euh, de plus ou moins bon gré, on peut le supposer, mais par exemple, les Horti Luciniani résultent probablement d'une confiscation. Mais en tout cas, dans certains cas, il y a eu effectivement un don, un legs du propriétaire à l'empereur. C'est le cas pour le deuxième exemple que je vais prendre maintenant, les Hortis Sallustiani, donc les jardins de Salluste, qui sont situés sur les flancs de la colline du Pincio, entre le Pincio et le Quirinal. C'est là que se situaient les Hortis Sallustiani, les jardins de Salluste, dont il reste des traces un petit peu dans le paysage. On peut voir quelques éléments, quelques fragments de fondation des bâtiments. Et donc, qu'est-ce que c'est que ces jardins de Salluste? Bien, ce sont des jardins qui avaient d'abord été établis par Jules César, probablement, mais qui ont fini par être la propriété de l'historien Salluste, puis du neveu de l'historien Salluste, qui portait le même nom, Salluste. Et ce Salluste, le neveu, Salluste le Jeune, si l'on peut dire, c'est un personnage de la cour de l'empereur Auguste, un peu comme Caius Sossus. Au départ, c'est un opposant politique pendant les guerres civiles, mais il finit par se rallier à Auguste, et donc il devient une figure de la cour augustéenne, au point qu'il va organiser la résidence dans les jardins un peu à la gloire d'Auguste, comme l'a fait Caius Sosius. Et donc, on va trouver dans ces jardins Sallustiani, dans ces ortis Sallustiani, on va trouver une résidence décorée de statues, décorée de trophées, comme celui-ci, par exemple, donc trophées évoquant la gloire militaire d'Auguste, et des bâtiments décorés donc de frontons, décorés de chapiteaux. Vous avez là quelques vestiges donc, de cette décoration. Donc des feuilles d'acanthe, des rinceaux, des animaux mythologiques. Une sphinge ici. Oui, la sphinge, donc, qui est l'emblème héraldique, si l'on peut dire, de l'empereur Auguste. Le sceau de l'empereur Auguste comportait une sphinge. Donc, mettre des sphinges sur la décoration des jardins, c'est faire acte d'allégeance à l'empereur Auguste. Et tout naturellement, Salluste le Jeune lègue ses jardins à l'empereur. Alors, il ne lègue pas ses jardins directement à l'empereur Auguste qui est mort en 14 après Jésus-Christ. Lui, il meurt en 21 après Jésus-Christ. C'est donc à l'empereur Tibère que les jardins de Salluste, les Horti Sallustiani, sont légués. Et il va donc y avoir dans le domaine impérial une résidence de très grand prestige, une résidence somptueusement ornée dans le style augustéen, sur les flancs de la colline du Pincio, sur plusieurs terrasses, plusieurs étages, si on peut dire, une résidence agréable que les empereurs, avec Tibère et après Tibère, n'hésiteront pas à habiter un petit peu. La résidence principale se trouve, après Domitien, sur le Palatin, mais là, ce sera, si on peut dire, la résidence secondaire à l'intérieur de la ville, enfin en périphérie de la ville. Et donc, on sait que, au fil du temps, les empereurs ont résidé assez fréquemment dans la résidence des Hortis Sallustiani. On sait que c'est là qu'est mort l'empereur Nerva, par exemple. Et donc, c'est un point important dans la compréhension du mécanisme curial, on pourrait dire, du mécanisme de la cour des empereurs romains. Il n'y a pas que la résidence sur le Palatin, il y a aussi les Hortis Sallustiani
dont il ne reste pas grand-chose, mais que l'on peut évoquer un petit peu à la centrale Montemartini, en admirant évidemment la finesse des sculptures, la finesse de la sphinge, emblème de l'empereur Auguste. Alors, troisième et dernier exemple de orties, les orties Variani, qui sont situées pas très loin de Orti Licignani, donc au sud-est de la ville. Ces Orti Variani, dont j'ai pris un plan de Google Maps pour montrer un petit peu où ils se trouvent, on se situe donc plus au sud que les jardins Licignani. On se situe à proximité de la muraille d'Aurélien. En fait, la muraille d'Aurélien s'est établie sur les Orti Variani. Elle les a divisés en deux, en quelque sorte. C'est-à-dire qu'on a annexé certains des bâtiments de ces jardins pour constituer la muraille d'Aurélien. C'est que cette muraille a intégré quelques bâtiments. La porte majeure, par exemple, fait partie de la muraille d'Aurélien de la même façon. Donc, ce qui a été intégré dans la muraille d'Aurélien, appartenant aux Orti Variani, eh bien, c'est l'amphithéâtre qui avait été établi là, un amphithéâtre de petite taille, mais un amphithéâtre quand même. Il y avait un cirque également dans cette résidence impériale qui a été établie à l'époque de Septime Sévère, donc euh, début du IIIe siècle, euh, donc après Jésus-Christ, et qui a été transformée au fil du temps, transformée notamment à l'époque de l'empereur Élagabal. Élagabal, donc qui règne au début du IIIe siècle, et qui, d'une part, avait pour nom principal Varius. Donc ces jardins qu'on aurait pu appeler les jardins de Septime Sévère, ben, on les a appelés les jardins de Varius, donc Horti Variani. Euh, et Lagabal était un grand amateur de courses de chars, un grand amateur de spectacles d'amphithéâtre. Et donc, il a développé ces installations que Septime Sévère avait déjà commencé à installer. Il a développé l'amphithéâtre, il a développé le cirque. Et Lagabal participait personnellement aux courses de chars dans le cirque de cette zone. Donc, et on voit que la résidence impériale, à partir du IIIe siècle, intègre donc résidence fastueuse, mais aussi amphithéâtre et cirque. C'est ce que l'on voit encore aujourd'hui à la résidence de Maxence, la villa de Maxence, le long de la Via Appia, au sud de Rome. Alors, qu'est-ce que l'on nous montre des Horti Variani à, à la centrale Montemartini? Eh bien, pas grand-chose, parce que tout cela a été très, très ruiné. On n'a pas trouvé de grandes statues qui pourraient être présentées sur le Capitole. On n'a pas trouvé grand-chose, mais quand même, quelques statues ont été repérées, et notamment celle-ci, qui est une statue donc en marbre de Paros, qui nous montre, voilà, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? C'est-à-dire, c'est un visage féminin, c'est une femme qui est dont l'artiste a donné au trait un caractère rêveur. C'est un personnage qui est, on pourrait dire, esquissé, en fait, hein, pour ce qui concerne le corps. Et cette statue, on l'interprète aujourd'hui comme étant une muse. Alors peut-être la muse Polymnie, Polymnie étant la muse de la rhétorique, mais enfin sans garantie particulière, parce que comme vous voyez, il n'y a pas les outils, les emblèmes qui sont caractéristiques de la muse. Donc là, c'est une hypothèse, peut-être Polymnie. En tout cas, on sait que, il y a des statues de muses euh, grecques euh, qui avaient été réalisées par un sculpteur nommé Polyscos de Rhodes au IIe siècle avant Jésus-Christ, des statues de muses qui avaient été apportées à Rome, ça on le sait, et peut-être que c'est l'une de ces statues qui est présentée maintenant à la centrale Montemartini, d'autant qu'elle est en marbre de Paros, donc ça pourrait être un indice. Cette statue donc n'est pas précisément identifiable, mais on peut proposer une identification hypothétique. En tout cas, c'est un très beau morceau de sculpture qui est somptueusement mis en scène dans la salle des chaudières de la centrale Montemartini, donc à Rome. C'était notre deuxième exemple des vestiges présentés à la centrale Montemartini, les jardins après le temple d'Apollon Socialus. Et le troisième exemple, eh bien, ce sera une galerie de portraits. Des portraits du 1er siècle avant Jésus-Christ qui sont rassemblés à la centrale Montemartini. Ce ne sont pas les grands chefs-d'œuvre qui sont présentés sur la colline du Capitole, mais ce sont des portraits intéressants que l'on a classés, que l'on a organisés pour faire ressortir deux traits caractéristiques
de la statuaire romaine du 1er siècle avant Jésus-Christ. D'un côté, le réalisme, et d'un autre côté, le, on pourrait dire l'idéalisation idéologique qui s'est manifestée petit à petit dans la sculpture romaine. Alors, pour ce qui concerne le côté réaliste des choses, eh bien, voilà quelques exemples. Par exemple, cette pierre tombale, ce relief funéraire de trois frères dont les sculpteurs se sont efforcés de proposer des visages individualisés, différents. S'agit-il de portraits? On ne sait pas, on n'a pas les originaux, donc on peut difficilement juger de la ressemblance, bien sûr. Enfin, il est vraisemblable qu'un effort avait été fait dans ce sens. C'est difficile de le dire parce que pour sculpter un portrait, enfin un buste, il faut du temps. Et si les intéressés n'ont pas pris la précaution de faire sculpter leur portrait à l'avance, avant leur mort, c'est difficile de le faire sur le moment. Et si on a pris la précaution de faire sculpter le portrait à l'avance, avec le temps qui passe, on vieillit et on finit par ne plus ressembler à son portrait, vraiment. Donc, portrait, bon, c'est une notion un petit peu floue, mais en tout cas, certainement, individualisation et réalisme de la représentation. Voilà un autre exemple, donc des époux de la Via Statilia, qui sont représentés ici en pied, et non pas simplement en buste, avec, donc même remarque, avec une finesse de la sculpture et un- une attention très grande portée à la représentation de la physionomie et à la personnalité, au fond, de cet homme et de cette femme, sur lesquels on ne sait absolument rien, parce qu'il n'y a pas d'inscription. Et puis, deuxième courant dans la statuaire romaine, l'exploitation, on pourrait dire idéologique. Voilà par exemple une sculpture connue qui s'appelle, on peut dire en italien, Togato Barberini. En français, on hésite, on ne sait pas trop comment nommer cette statue, puisqu'on nous n'avons pas le mot Togato en français. Enfin, cela nous montre donc un patricien en toge, portant dans les mains les bustes en cire de ses ancêtres, de son père dans la main gauche et de son grand-père dans la main droite. Et donc, trois portraits, en fait, qui ont été représentés sur la même statue. Trois portraits pour lesquels le sculpteur, l'artiste, s'est efforcé de personnifier, d'améliorer, de donner une vision aussi réaliste que possible, évidemment. Sauf que, il a eu affaire au personnage, mais pas à son père ni à son grand-père. Donc, comment se souvenir, hein, des traits du visage? Les patriciens romains conservaient les bustes de leurs ancêtres et de les exposer dans leur tablinum. Ça fait partie du mode de vie et du train de vie des patriciens romains. Et donc, on voit sur les imagines, donc sur les bustes de ces ancêtres, que l'on a eu à cœur de donner un message. Enfin, c'est la gravité, c'est la sévérité même de ces personnages qui sont les citoyens romains qui ont fondé la gloire de Rome donc au fil du temps. C'est cela que nous montre en fait cette statue, très célèbre bien sûr, et qui est présentée donc à la centrale Montemartini. Il y a d'autres portraits, par exemple celui-ci, j'ai choisi pour terminer, c'est le portrait de l'empereur Auguste, mais Auguste vers 20 avant Jésus-Christ, donc au début du règne, un Auguste relativement jeune et qui présente déjà la physionomie caractéristique qui va être la sienne au fil de l'évolution de ses portraits officiels, notamment le dessin des boucles de cheveux. Et on peut considérer que le portrait officiel de l'empereur Auguste se trouve figé donc dans cette image d'un personnage de 30-35 ans que Auguste va conserver au fil du temps, enfin que les portraits officiels d'Auguste vont conserver au fil du temps, l'empereur mourant à l'âge de 77 ans. Mais les portraits montrent un trentenaire. Alors voilà donc présenter la collection de la centrale Montemartini, du musée de la centrale Montemartini. Donc on a parlé de la centrale, on a parlé de la collection, et maintenant il faut essayer de montrer l'originalité de cette centrale Montemartini. Et c'est une originalité double, on pourrait dire. D'un côté, et ça ce n'est pas très original,
La centrale Montemartini est une installation industrielle qui a été reconvertie, qui a changé d'activité, qui a changé d'attribution. Et donc, il faut évoquer un petit peu cette reconversion qui a été opérée à la fin du XXe siècle. Si on se place, la centrale est donc établie en 1912, elle commence à fonctionner en 1912 et elle est fermée en 1968. Et après 1968, elle est abandonnée, donc il faut se représenter, au fond, cette centrale qui a été bourdonnante d'activité, qui a été bruyante d'activité, il faut se la représenter comme étant morte, silencieuse, immobile, pendant des décennies après 1968. Et donc la question se pose de savoir ce que l'on peut faire. La question s'est posée dans beaucoup de régions industrielles. Que peut-on faire des installations industrielles qui sont désormais abandonnées? Qu'est-ce que l'on peut en faire? On peut par exemple se débarrasser des machines. On peut se débarrasser des machines et sauvegarder, si c'est possible, sauvegarder les bâtiments s'ils présentent un intérêt architectural. Bon, il est clair que ce bâtiment à gauche présente un intérêt architectural que ne présentent pas les bâtiments qui sont situés à droite, hein, c'est clair. Bon. Donc, si on reconvertit l'usine, qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on conserve le bâtiment si celui-ci le mérite? Mais dans le bâtiment, il y a des machines. Va-t-on conserver les machines? Ou alors va-t-on démolir les bâtiments et ou les transformer en bureaux? Voilà. Il y a des questions qu'il faut se poser et des réponses qu'il faut trouver. Et donc la réponse qui est apportée dans un premier temps par la régie municipale de production de l'électricité à Rome, il y a une entreprise hein, qui a cette fonction. La réponse qui est apportée dans un premier temps, c'est c'est d'établir en fait un musée de l'électricité. Faire de la centrale électrique un musée de l'électricité. Et donc, ne pas démolir, ou démolir très peu, ne pas éliminer les machines, ou en tout cas pas toutes, et voilà, établir ce projet-là. Donc un projet, on pourrait dire, didactique, un projet de, de- consistant à montrer l'histoire des techniques, à montrer une histoire industrielle. Voilà vers quoi on s'achemine vers 1980, 1990, à petite vitesse, sans que ce musée des techniques, donc, n'ait une véritable existence, en tout cas sans qu'il ait un véritable rayonnement, sans qu'il soit vraiment connu. En tout cas, on a conservé les bâtiments, ou la plupart d'entre eux. Il y a de la place et les activités muséographiques du musée de l'électricité sont quand même extrêmement peu développées. Et en 1995, sur la colline du Capitole, donc aucun rapport avec la centrale Montemartini à ce stade, sur la colline du Capitole, on entreprend des travaux. On entreprend des travaux qui vont amener à la métamorphose des musées capitolins, que vous connaissez bien certainement, notamment l'utilisation de la galerie souterraine hein, qui joint le Palais des Conservateurs au Palais Neuf et qui est aujourd'hui la galerie lapidaire, qui est un lieu tout à fait impressionnant. Donc des travaux sont entrepris, on va réorganiser la présentation de la collection, et donc il faut déplacer des œuvres, il faut mettre en réserve des œuvres, il faut transformer complètement en fait la présentation qui est faite au musée capitolin. Il y a un bon millier de statues qu'il va falloir déplacer. Où les mettre? Où les mettre? Surtout que certaines de ces sculptures sont étudiées par les spécialistes. Bon, j'ai présenté quelques exemples de sculptures pour lesquelles on a formulé des hypothèses. Faire l'hypothèse que les fragments du fronton du temple d'Apollon Socianus sont en fait des originaux grecs du 5e siècle avant Jésus-Christ. Il faut tout un raisonnement pour arriver à cette conclusion-là. Donc il y a des travaux qui sont menés par les spécialistes, des travaux qui impliquent qu'on bouge peut-être les œuvres, mais qu'on ne les mette pas en réserve afin qu'elles soient inaccessibles. Il faut qu'elles restent accessibles pour qu'on puisse quand même travailler dessus. Et donc, on est à la recherche d'un endroit où exposer ces œuvres qui vont être déplacées, ces œuvres qui vont être transportées loin de la colline du Capitole. Par ailleurs, il y a aussi tous ces objets qui ont été découverts au XXe siècle lors des fouilles ou lors des travaux d'urbanisme dans la ville de Rome. Songez par exemple
à ce qu'a pu signifier le percement de la voie des forums impériaux, ou bien le percement de la voie de la conciliation pour aller jusqu'à Saint-Pierre du Vatican. On a démoli des quartiers entiers et il y a donc évidemment des fouilles archéologiques qui ont pu être menées. Il y a un matériel archéologique considérable qui a été accumulé dans les années 30 et qu'on n'a pas complètement inventorié en fait à la fin du XXe siècle. Donc tout cela, on a besoin de place aussi pour tout ça. Et l'idée vient d'utiliser l'espace disponible à la centrale Montemartini le temps que les travaux se terminent sur la colline du Capitole. Donc c'est un petit peu fortuit en quelque sorte, sans intention euh, précises que l'on va déposer dans les bâtiments de la centrale Montemartini, quelques-unes des sculptures des musées capitolins. Il est entendu que le musée de l'électricité n'a pas eu un rayonnement important. Donc, il n'y a pas de décision définitive qui ont été prises pour la centrale Montemartini. Il est entendu que le déplacement des statues antiques et leur présentation à la centrale Montemartini n'est pas une fin en soi, ce n'est pas un projet définitif, et tout cela a vocation à être transformé ultérieurement. Donc, on n'a pas fait de choix radicaux, on n'a pas fait de choix définitifs en 1997, lorsque la présentation commence à la centrale Montemartini. Et le résultat qui est obtenu, c'est donc la juxtaposition entre des statues antiques et des machines. On n'avait pas éliminé les machines avant 1995-97, on ne les élimine pas en 1997. Le résultat est tellement particulier, tellement original, tellement impressionnant. Et l'exposition qui est présentée en 1997, lorsque la collection ouvre et se montre au public, cette exposition a un tel succès, elle frappe tellement les esprits que l'on décide en 1997 que ce qui était conçu comme temporaire, comme provisoire, eh bien sera définitif. Et donc la centrale Montemartini, qui était une propriété municipale, devient une section des musées capitolins qui sont une propriété municipale. Et tout cela, évidemment, doit être mis en relation aussi avec le quartier d'Ostiense, ce quartier dans lequel il y avait des installations industrielles, des magasins généraux, des abattoirs, une manufacture des tabacs, une ancienne usine automobile, tout cela ruiné, tout cela en friche depuis des décennies, tout cela est remanié, tout cela est entrepris. Et ce quartier d'Ostiense qui était à l'abandon jusqu'aux années 90, eh bien, connaît une nouvelle jeunesse aujourd'hui. Il y a une section de l'Université de Rome qui est installée dans plusieurs des bâtiments. Il y a donc toute une série d'infrastructures qui sont développées. Et donc ce quartier d'Ostiense devient un quartier à la mode, on pourrait dire, au début du XXIe siècle. La centrale Montemartini a évolué en accord avec cette évolution générale du quartier, ou le quartier a évolué en accord avec l'évolution de la centrale Montemartini. Alors cela nous amène bien sûr à revenir sur ce qu'il faut penser de cette idée a priori étrange de déposer des statues antiques devant des machines industrielles. L'originalité de la centrale Montemartini vient du fait qu'on ne s'est pas contenté de réutiliser un bâtiment, les machines sont restées en place. Alors, pas toutes, en fait, on en a retiré quand même quelques-unes, mais la plupart des machines sont restées en place. Et comme vous voyez, de la place, il n'y en a pas forcément beaucoup, en fait, dans cette installation. La taille des machines est tellement exceptionnelle qu'on ne peut pas considérer ces machines comme étant un décor, une toile de fond, euh, là où l'on va présenter les œuvres antiques. Les œuvres antiques, elles sont ici, hein. On voit bien que on ne peut pas voir les œuvres antiques sans voir en même temps les machines, et on ne peut pas voir les machines sans voir en même temps les œuvres antiques. Donc ça, c'est très original. Je ne connais pas beaucoup d'exemples comparables, à ce point tout au moins, en Europe. Et donc, ça fait vraiment la marque, la marque de fabrique, on pourrait dire, de la centrale Montemartini. Alors, on a été frappé aussi par ce qu'on pourrait appeler l'ellipse des siècles, c'est-à-dire des œuvres anciennes, 25 siècles parfois, et des machines du XXe siècle, qui sont côte à côte. Les œuvres sont déposées sur les machines presque, ou en tout cas à proximité immédiate des machines. Alors tout cela, évidemment, est quand même intriguant, tout cela est étrange. Euh,
tout oppose, au fond, ces œuvres antiques et ces machines, que ce soit la forme, que ce soit le matériau, que ce soit la couleur, c'est le noir et le blanc, c'est l'acier et le marbre. Il y a vraiment un contraste et même une opposition tout à fait radicale qui intervient et qui amène à se poser des questions, qui amène à réfléchir à ce que c'est qu'un musée, à ce que c'est qu'un objet d'art, à ce que c'est qu'un objet d'art antique et à ce que c'est qu'un objet d'art industriel aussi. On est sensible également, peut-être sensible également à la différence d'échelle, hein. Déjà remarqué, différence d'échelle entre les statues antiques qui sont à taille humaine et les machines industrielles qui sont à taille non humaine. D'un côté, la mesure de l'homme, si l'on peut dire, de l'autre côté, la démesure de la machine. Et si l'on considère la disposition de ces statues antiques en rang, un peu comme des soldats, on pourrait, euh, on pourrait presque se demander si l'on n'a pas voulu mettre en scène une lutte de l'homme et de la machine, une sorte de rencontre, de combat de l'homme contre la machine. C'est un thème qui a été souvent abordé depuis le XVIIIe siècle et qui pourrait être ici mis en scène par cette présentation. Alors, on pourrait dire aussi, au fond, ce que l'on voit, c'est qu'il y a une sorte de substitution au corps des ouvriers qui ont travaillé pendant des décennies sur ces machines, substitution donc de marbres antiques, substitution de corps antiques au corps des ouvriers. Ce qui est une manière de rendre hommage au travail des ouvriers, ce qui est une manière de rappeler les conditions de travail qui ont été donc celles des ouvriers de la centrale électrique. Alors une centrale électrique, c'est pas une mine de charbon, c'est pas une aciérie. Les conditions de travail sont sans doute un petit peu différentes, mais quand même, le bruit, la température, les vapeurs aussi, qui ont pu être respirées, tout cela se trouve un peu solennisé, se trouve glorifié par la présentation qui est faite sur cet emplacement-là, précisément, des marbres antiques. On peut se dire aussi que, au fond, rapprocher des marbres antiques de machines industrielles, c'est proposer une réponse à la question suivante. Ces machines industrielles sont-elles ou pas des emblèmes de la modernité? La modernité, qu'est-ce que c'est? Est-ce qu'aujourd'hui, en 2024, quand on voit la machine de Franco Tosi, celle-là a été installée dans les années 30 en fait, est-ce que c'est un emblème de la modernité? Est-ce qu'une machine à vapeur est un emblème de la modernité au XXIe siècle? Est-ce que ça n'est pas plutôt une technologie obsolète? Est-ce que ça n'est pas plutôt un système technique complètement dépassé qu'incarnent ces machines? Si on juxtapose à côté de ces machines des marbres antiques, alors les machines sont renvoyées du côté de la modernité, puisqu'on ne peut évidemment pas les assimiler à des objets très anciens. Et pour toutes ces raisons, donc, on dira que il y a dans la centrale Montemartini vraiment une très grande originalité. L'on a organisé en quelque sorte un dialogue entre les marbres blancs de l'Antiquité et les aciers noirs du XXe siècle. On a organisé un dialogue entre les marbres froids de l'Antiquité et les aciers qui ont été chauds du XXe siècle. Et on aurait pu craindre que ce dialogue ne soit un dialogue de sourds, qu'il y ait simplement une opposition radicale et que l'on se demande quelle lubie a saisi les organisateurs de l'exposition à faire ce genre de choix. Mais euh, il est intéressant de remarquer que les machines ont été conçues pour être utilisées pendant un certain laps de temps. Il y a un cycle de vie de la machine qui finit par se terminer. Et ces machines ont été conçues pour être en mouvement, tout au moins pour avoir des pièces en mouvement, alors que les statues antiques, bah, au départ, ce sont des marbres froids, ce sont des marbres figés, ce sont des pierres simplement, qui n'ont d'humain que la forme que le sculpteur leur a donnée, et c'est notre œil qui, au fil du temps, a reconnu dans une statue antique eh bien, une incarnation de l'humanité. C'est notre œil et notre admiration qui ont donné à ces œuvres antiques leur sens, au fond. Euh,
Et voilà que ces statues antiques retrouvent les machines. Voilà que le regard du visiteur à la centrale Montemartini est frappé par le l'incorporation de la machine dans le musée. Les machines sont devenues des œuvres d'art. Les machines sont muséifiées parce que le musée est venu jusqu'à elles. Et il y a maintenant une proximité, il y a maintenant une vie commune, on pourrait dire, de la machine et de la statue, une sorte de visage de pierre et de mécanisme de fer qui vivent côte à côte dans une sorte d'éternité immobile et silencieuse. C'est l'impression que l'on a quand on a visité la centrale Montemartini et c'est ce que l'on vient de faire et par conséquent, je vous remercie de m'avoir écouté.